Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du 20h de ce 18 juin 2015. Non coupable, Ousmane Guiro l'a plaidé ce matin à la barre. L'ex-directeur général des douanes, Ousmane Guiro, a comparu devant la cour d'appel de Ouagadougou. Nos reporters sur place l'ont trouvé serein et ils affirment qu'il y avait foule ce matin. Et toujours cet après-midi, même en ce troisième jour du début des assises criminelles de Ouagadougou. D'autres assises ont débuté ce matin. Plus de 1200 jeunes burkinabés à Gawa pour plaider en leur faveur. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a procédé au lancement des assises nationales de la jeunesse dans la cité du Bafouji. Dans la foulée, le chef du gouvernement a rencontré les militaires, mais aussi les opérateurs économiques pour rappeler leurs responsabilités dans le renforcement de l'employabilité des jeunes. Et puis, toujours à Gawa, la session 2015 du baccalauréat a été lancée ce jour par le ministre en charge des enseignements secondaires et supérieurs. Cette année, 74 282 candidats sont à l'assaut du premier diplôme universitaire contre 59 986 en 2014. Bienvenue à tous. C'est donc ce matin que s'est ouvert le jugement de l'affaire Ousmane Guiro dans le cadre des assises criminelles. Un procès très attendu par les populations qui étaient donc nombreuses déjà ce matin à la cour d'appel de Ouagadougou. Et pour en parler, je reçois pour vous Jean-Emmanuel Ouedraogo qui était cet après-midi même dans la salle d'audience de la cour d'appel de Ouagadougou. Bonsoir Jean-Emmanuel. Bonsoir Peggy. Alors quels sont les chefs d'accusation qui sont retenus donc contre Ousmane Guiro? Alors, Peggy, ce qu'il faut dire, c'est que cette première journée, donc, en tout cas du procès, s'est achevée il y a quelques instants, aux environs de 18h30. Le premier chef d'accusation, corruption passive. Alors, Ousmane Guiro a plaidé non coupable. Le deuxième chef d'accusation, enrichissement illicite, là également, l'ancien DG des douanes plaide non coupable. Enfin, le troisième chef d'accusation, violation de la réglementation des changes, parce qu'il faut rappeler que dans ces deux cantines, je crois que les enquêteurs avaient retrouvé plus de 78 000 euros et plus de 30 000 $. Et là, Ousmane Guiro plaide l'ignorance. Il estime qu'il affirme en fait qu'il n'était pas au courant en fait de cette infraction. Il ne savait pas que la détention d'autant de devises par divers soins était passible en fait de condamnation. Mais en la matière, quels sont les arguments qu'avance l'ex-DG des douanes? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, en tout cas, sur cette question, le fait qu'on ait découvert plus d'1,9 milliard de francs CFA dans des cantines appartenant à l'ancien directeur général des douanes. Alors, il estime que ce sont des économies qu'il a constituées progressivement depuis 1983. Et ces économies-là proviennent de quoi? Des avantages légaux. Il parle de primes de rendement liées aux excédents de recettes au niveau des douanes, des primes de chef. Il parle de ces champs qu'il a au Burkina Faso, notamment à Léo, des loyers qui lui rapportaient également de l'argent. Il a surtout parlé de cadeaux. Voilà des cadeaux qu'il recevait d'opérateurs économiques du Burkina Faso, mais également d'autres pays. Alors, en contrepartie, ou en tout cas, il rendait des services à ces opérateurs économiques en facilitant, par exemple, le traitement des dossiers de façon diligente et que, bon, en retour, en tout cas, ces opérateurs économiques lui étaient reconnaissants et à l'occasion des fêtes et en tout cas des événements dans sa famille, et voilà, il lui remettait des cadeaux. Il a également évoqué cette question des 15 à 20 millions qu'il lui reversait par mois, les directions régionales notamment des douanes et puis certains agents de douane liés aux avantages de leur poste. Aujourd'hui, il est revenu sur cette déclaration pour dire qu'au lieu de 15 à 20 millions, alors c'était plutôt 4 millions. Selon ses mots, il a déclaré cela parce qu'il se cherchait au moment où il avait été arrêté. D'accord. Alors, vous avez pu, Jean-Emmanuel, rencontrer le procureur général à la sortie d'audience. On va peut-être écouter cette interview-là. Exactement. Pour une justice transparente, compétente et accessible à tous à l'horizon 2019, le Code pénal promulgué en 1996 est en relecture depuis 2013. Nous pensons qu'après 20 ans d'utilisation, il est bon de prendre en compte les progrès réalisés par notre société et les mutations subies aussi par cette société pour adapter la répression à l'ensemble. Alors, Jean-Emmanuel, l'interview, on pourra la suivre peut-être après, mais dites-nous, donc, vous avez rencontré le procureur général, mais aussi Maître Salambéré Paulin, qui est l'un des représentants des avocats de Ousmane Guiro. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu bien vous raconter?
Alors, de part et d'autre, on se dit confiant, parce que d'une manière générale, ce qu'il faut dire, c'est que les deux parties, à savoir l'accusation et la défense, ne se sont pas fait de cadeaux aujourd'hui. Il y a eu des flèches qui ont été décochées de part et d'autre, notamment de la part de la défense. Ce qu'il faut préciser, c'est que Guiro est bien entouré. Alors, il y a 2 sociétés d'avocats et puis une agence. Il y avait pas moins de 8 avocats autour de Ousmane Guiro aujourd'hui. Et en tout cas, ils ont soulevé beaucoup de points, donc pour lesquels vraiment ils ont souhaité, en tout cas, qu'on puisse regarder et qu'on revienne là-dessus. Il s'agit notamment de la question des preuves. Ils estiment que le parquet n'apporte aucune preuve et qu'au contraire, c'est à Ousmane Guiro, leur client, de se justifier. Alors qu'en la matière, on sait que la charge de la preuve appartient donc à l'accusation. Et il rappelle que ce n'est pas un délit d'apparence parce que cela n'existe pas dans le code pénal burkinabé. Et ils ont également exigé la présence au niveau du tribunal des scellés, à savoir donc des cantines, le 1,9 milliard qui avait été saisi. Ils ont exigé donc la présence de ces scellés-là au niveau du tribunal. Voilà, le parquet a opposé donc les problèmes de sécurité et les dispositifs sécuritaires que cela devait nécessiter. Donc, on attend certainement que le président du jury tranche. Il a parlé de 2 options. Soit on exploite les procès-verbaux qu'ils ont dans des enveloppes au niveau du tribunal, ou alors ils peuvent se déplacer au niveau du trésor pour aller constater la présence de scellés. Mais bon, en tout cas, pour le moment, il a exclu le fait qu'on apporte ces scellés au niveau du tribunal. Cela implique justement un problème de sécurité pour transporter autant d'argent. Alors, je crois que nous allons écouter maintenant les différentes réactions que vous avez pu glaner à la sortie de l'audience de ce jour. De confiance. Qu'est-ce qui vous rend confiance? Je défends les charges. Je pense que ça va aller. Vous pensez que les infractions sont constituées? Ben oui. Je pense puisque la chambre d'accusation nous a suivis. Donc nous pensons que ça va aller. Donc, on va attendre l'issue du procès et puis on verra. Alors, le procureur nous a dit qu'il est confiant. Et vous? Ben, ça, c'est son opinion. Est-ce que vous êtes confiant? Moi, je fais mon travail. Moi, je fais mon travail. On voit qu'il est difficile, en tout cas, d'arracher des mots à ses représentants. Mais dites-nous, quelle est la suite à donner, justement, à la suite de ce jour d'audience-là? Qu'est-ce qui est prévu pour les jours à venir? Alors, demain, le procès reprend à partir de 9h, toujours à la cour d'appel de Ouagadougou. Mais ce qu'il faut signaler également, Peggy, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de témoins ont été entendus. On peut citer, par exemple, l'actuel directeur des douanes et son prédécesseur. Il y a l'épouse également de Ousmane Guiro qui a été entendue. Donc, en tout cas, on a épuisé l'audition des témoins cet après-midi. Et demain, à partir de 9h, le procès reprend. D'accord, très bien. Merci à vous, Jean-Emmanuel, et j'espère que vous serez là encore pour nous donner d'autres informations. Alors, c'est une véritable mise à jour qui est en cours donc actuellement au département de la justice et des droits humains. Cela passe par la relecture du code pénal en vigueur, jugé obsolète car vieille d'une vingtaine d'années. Des experts sont réunis pour proposer des réformes tendant à moderniser le système judiciaire afin de la rendre encore plus crédible. Yolande Lompo. Pour une justice transparente, compétente et accessible à tous à l'horizon 2019, le Code pénal, promulgué en 1996, est en relecture depuis 2013. Nous pensons qu'après 20 ans d'utilisation, il est bon de prendre en compte les progrès réalisés par notre société et les mutations subies aussi par cette société pour adapter la répression à l'ensemble des mutations de notre société. Aujourd'hui, il est question de recueillir les amendements et recommandations des praticiens du droit en vue de les intégrer dans la version finale de l'avant-projet de loi portant code pénal. Les participants seront appelés à se prononcer sur de nouvelles incriminations qui vont être apportées, sur aussi le quantum des peines dont on a proposé l'augmentation. Dans beaucoup de pays de la sous-région, ils sont passés à un quantum supérieur. Nous aussi, nous connaissons une évolution de la délinquance dans notre pays et nous proposons donc une répression adaptée à cette nouvelle forme de délinquance en allant donc pour les vols simples de 1 à 10 ans d'emprisonnement.
Financée par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la politique nationale de la justice, cette rencontre devrait permettre aux acteurs du monde judiciaire de mieux adapter leurs outils de travail aux réalités du moment. Et avant de retrouver nos équipes déployées à Gawa, un mot sur cette visite du ministre de la Défense dans les garnisons de la cité du Bafouji, dans les casernes militaires et celles de la gendarmerie. Yacouba Isaac Zida a tenu à encourager ces éléments. Le point avec Christophe Da. C'est avec beaucoup d'honneur militaire qu'il a été reçu pour sa première visite officielle dans le sud-ouest depuis sa prise de fonction comme chef du gouvernement. Mais c'est en tant que ministre de la Défense nationale et des anciens combattants que Yacouba Isaac Zida a parcouru les casernes du 22e régiment d'infanterie commando et du groupement de la gendarmerie de Gawa pour s'entretenir avec les hommes qui y travaillent. C'était dans le but d'abord de les féliciter pour le comportement et l'attitude républicaine qu'ils ont eu lors des événements d'octobre dernier. Ensuite, nous les avons encouragés à persévérer dans l'accomplissement de leur mission, garder le cap d'une armée entièrement républicaine au service de la nation. Et aussi, nous les avons écoutés parce que, comme vous l'imaginez, ils ont des préoccupations. Des préoccupations qui se résument au manque de moyens adéquats pour l'accomplissement des missions sur le terrain, a indiqué le ministre de la Défense nationale, qui affirme avoir pris des engagements pour lever dans la limite du possible les difficultés exposées, l'objectif étant de mettre les hommes dans de meilleures dispositions. La présence du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants ce matin de la garnison de Gawa a permis de les rassurer des bonnes dispositions en cours par le commandement pour les permettre d'accomplir leur mission au mieux. Cette visite dans les casernes a été précédée d'une tournée chez les notabilités coutumières et religieuses de la région. Partout où elle est passée, la délégation conduite par Yacouba Isaac Zida a traduit à ses hôtes toute sa reconnaissance dans le maintien de la paix et la cohésion sociale dans la région. Restons encore à Gawa où nous parlons du baccalauréat. Donc, ils sont plus de 72 000 candidats au premier diplôme universitaire et ils ont débuté les épreuves ce matin même. La capitale du Sud-Ouest a été choisie pour le lancement officiel de l'examen qui se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Le point avec Éléonore Oudraogo. Tous candidats à la session 2015 du baccalauréat série A4 ou A5, ces élèves du centre de Bafouji à Gawa essaient de trouver les réponses pour le sujet de philosophie qui leur donne à réfléchir sur le droit, la vie et la philosophie elle-même. Sur tout le territoire national, 74 343 candidats vont à l'assaut du premier diplôme universitaire et à Gawa, les 1879 candidats ont reçu les encouragements des premiers responsables de l'enseignement secondaire et supérieur. Qu'ils aient confiance en eux-mêmes par rapport au travail qu'ils ont pu effectuer tout au long de l'année, c'est de ne pas tenter de frauder, parce que ça c'est pas burkinabé, et puis on a pris les dispositions aussi pour sanctionner. C'est aussi donc de donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans la ville de Gawa qui abrite 3 jurys répartis en 2 centres, la délégation le tour des districts où tout a bien commencé. On n'a pas rencontré de difficultés majeures. C'est au niveau des numéros PV. Il y avait des mauvais reports sur la fiche de table. Mais ça, on a pu corriger ça très vite. Pour le professeur Filga Michel Sawadgo, le nombre de candidats croît chaque année et son département entend mettre tout en œuvre pour disposer d'infrastructures. Le gouvernement envisage déjà la création d'une université, mais il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Il faut que les investissements précèdent l'ouverture. Et autrement, ça devient extrêmement coûteux. La session 2015 du baccalauréat va coûter environ 2,6 milliards de francs CFA avec une implication de plus de 25 000 acteurs. Son candidat le plus âgé aurait 58 ans, tandis que le plus jeune, 16 ans. Les députés du CNT approuvent des projets de loi portant accord de prêts et de dons en faveur de l'électrification des zones rurales. Une plénière a entériné ce projet qui vise à terme l'accroissement de l'activité économique dans tout le pays. Claudine Dimabio-Bikaba.
Le premier projet de loi voté ce 16 juin au Conseil national de transition CNT est un accord de prêt conclu le 22 septembre 2014 entre le Burkina et l'Agence française de développement AFD. Ce prêt de plus de 14 milliards servira à la construction de la centrale solaire photovoltaïque des Aktouli. Il a été voté à l'unanimité. Le deuxième projet, lui aussi, est un accord de prêt conclu entre le Burkina et la Banque islamique de développement BID et son montant s'élève à 6 milliards. Il a été également voté à l'unanimité. Le troisième projet est un accord de financement additionnel en prêt et dons conclu le 15 juillet 2014 entre le Burkina et l'Association internationale de développement pour le financement du projet d'appui au secteur de l'électrification PACEL. Le don s'élève à 13,49 milliards de francs CFA, tandis que le prêt est d'un montant de 4,01 milliards de francs CFA. Dans le cadre justement de la politique énergétique du Burkina Faso, il est question d'accélérer un peu l'accès des ménages et des communes rurales aussi à l'électricité et en même temps aussi aller dans le sens justement de l'axe stratégique de la SCAG. Et l'adoption de ce projet permettra justement d'être dans la légalité. Dans les prisons, la présente loi, il a été prévu dans l'une des composantes qu'on réfléchisse sur l'aspect mix énergétique. Ça veut dire quoi? Il faut explorer toutes les sources d'énergie, solaire, biomasse, pourquoi pas nucléaire. C'est en cela que ces lois-là sont très importantes. Tous ces trois projets de loi n'ont suscité aucun débat, sinon quelques questions d'éclaircissement de la part du ministre des Mines venu représenter le gouvernement à cette plénière. Nous allons présentement aller à Gawa pour retrouver Marguerite Douagneau. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Peggy. Alors c'est ce matin que donc ont été lancées l'édition 2015 des Assises nationales de la jeunesse. Bonsoir Peggy, donc et bienvenue à Gawa pour les actualités des Assises nationales de la jeunesse. Des Assises nationales de la jeunesse qui ont débuté ce matin même dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Les Assises nationales de la jeunesse se tiennent sous le thème, faut-il le rappeler, autonomisation et responsabilisation des jeunes, état des lieux et perspectives, mais des thématiques comme la contribution des jeunes à la réussite de la transition ou encore dans le processus électoral pour des élections apaisées vont également s'inviter au débat. On voit le lancement donc de ces assises. C'était ce matin et c'était en présence de Christophe Da. Cité de Bafouji, capitale des jeunes du Burkina, le temps de 48 heures. Le chef du gouvernement a donné ce matin le clap de départ des activités des Assises nationales de la jeunesse dans une ambiance patriotique. Dans son discours prononcé devant une assemblée composée de sommités, de forces vives du Sud-Ouest et de jeunes, le chef du gouvernement s'est appesanti sur le rôle prépondérant de la jeunesse en l'insurrection de l'année dernière. Cette révolution a selon lui donné un nouvel élan de développement au Burkina, un développement qui doit reposer sur la jeunesse. Aucun développement durable n'est envisageable sans la jeunesse, et cela le gouvernement de la transition du Burkina l'a bien compris en décidant de tenir ces assises nationales de la jeunesse, cadre de concertation du dialogue républicain en vue de recenser et traiter ses préoccupations. En effet, en affirmant avec conviction que plus ne sera combattant, son excellence monsieur le président de la transition veut placer au cœur du développement toutes les forces vives de la nation dont les jeunes constituent le maillon le plus important. Ces assises démarrent avec deux activités concomitantes, la rencontre du Premier ministre et les chefs d'entreprise et un panel sur les trois thèmes des assises. Voilà, et le top de départ ainsi donné, l'on a aussitôt enchaîné avec le panel, donc un panel qui va aborder trois thématiques qui découlent du thème principal de ces assises et qui évoquent les véritables préoccupations de la jeunesse. Les 1000 jeunes donc issus de toutes les couches sociales se sont engagés à s'impliquer à leur tour de façon optimale à l'édification d'une société plus démocratique. Ça, c'est Draman Kaboré qui nous fait le point du panel.
3 principales communications ont ponctué les panels sur les assises nationales de la jeunesse à Gawa. Il s'agit notamment de l'autonomisation et la responsabilisation des jeunes, état des lieux et perspectives, de la contribution des jeunes dans la réussite de la transition. De toutes ces communications, c'est le rôle de la jeunesse dans le processus électoral pour les élections apaisées qui a le plus retenu l'attention des jeunes aux assises. Au cours des échanges, les panélistes sont revenus sur la nécessité pour les jeunes de faire un véritable examen de leur conscience lors du scrutin d'octobre prochain. Ce n'est pas l'ethnie qui va leur permettre de régler leurs problèmes. Ce n'est pas la religion. Nous sommes dans la construction d'une nation. Il faut que les jeunes comprennent que c'est les idées des hommes politiques qui vont leur permettre évidemment d'apporter des solutions, des réponses aux problèmes qu'ils posent, notamment les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes d'emploi. Des participants aux assises nationales de la jeunesse se sont engagés à faire la restitution des échanges à leur structure d'origine et d'œuvrer pour la réussite des élections. Après avoir suivi les activités de la journée, nous sommes plus que jamais engagés et déterminés pour accompagner ces pays-là à se construire davantage. Pour raison des OSC et associations au Burkina, la nouvelle loi électorale, la mise à jour récente du fichier électoral et la loi sur la création des partis politiques sont entre autres sujets que les jeunes ont évoqués lors des échanges. Et lorsqu'on parle emploi des jeunes, on voit tout de suite les chefs d'entreprise qui sont les partenaires privilégiés du gouvernement dans cette lutte pour l'autonomisation des jeunes. Le Premier ministre a rencontré ces acteurs clés donc, dans la création d'emplois pour des échanges en vue d'envisager un partenariat efficace pour relever le défi donc, du sous-emploi des jeunes au Burkina Faso. C'est une rencontre d'opportunités donc, pour évoquer des opportunités d'emploi et de stage. On voit tout ça avec Christophe Da. L'employabilité des jeunes demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement de la transition. Cette rencontre entre le Premier ministre et les chefs d'entreprise vise donc à trouver des solutions à même de relever le défi du sous-emploi de la jeunesse. Nous sommes conscients que lors de cette introduction, nombre d'entreprises ont eu un certain nombre de difficultés, notamment des classes, mais il n'en demeure pas moins en tant que compatriotes, entendu que des entreprises aussi puissent avoir un appui, des contributions. L'implication du secteur privé dans la lutte contre le chômage des jeunes est donc nécessaire et cette tribune d'échange direct avec le chef du gouvernement a également permis à ses responsables d'entreprise d'exposer un certain nombre de difficultés, notamment la formation professionnelle des jeunes. La problématique de la formation est abordée dans son ensemble, mais c'est un peu la multitude des écoles qui existent. Sans qu'il y ait une vraie coordination déjà entre toutes ces écoles de formation qui posent aussi problème. Des préoccupations auxquelles le chef du gouvernement dit prendre note. Nous avons compris que la question de l'emploi des jeunes est aussi une préoccupation des entrepreneurs. Et aussi, nous avons pu dégager ensemble des solutions. Dans les solutions, c'est-à-dire dans le domaine de la formation, parce que nous avons remarqué que la formation est donc adaptée donc aux besoins du monde de l'emploi. Ils ont des inquiétudes qu'ils ont pu partager avec nous. Donc le gouvernement va prendre des mesures pour donc assurer aussi la compétitivité de les entreprises. Des chefs d'entreprise se sont engagés à offrir des emplois aux jeunes selon le Premier ministre et ce, pour témoigner au gouvernement leur plan d'accompagnement dans la lutte contre le chômage. Voilà. Sakanana qui signe ce reportage. Voilà, Peggy, ce qu'on pouvait retenir des actualités liées aux assises nationales de la jeunesse ici à Gawa. Mais sachez que dès demain, le rendez-vous phare, donc, c'est ce face-à-face entre le président du Faso, Michel Kafando, avec les jeunes, 1000 jeunes donc, qui vont échanger à bâton rompu avec le président du Faso sur leurs préoccupations majeures. Ce moment sera retransmis en direct de la RTB et c'est à partir de 9h. À demain, donc, Peggy, pour d'autres actualités liées à ces assises nationales de la jeunesse ici à Gawa. Merci donc Marguerite et merci à toute l'équipe déployée à Gawa. Nous poursuivons ce journal avec un nom, Victorien Tougma, qui promet un Faso exemplaire et une Afrique plus unie une fois installé au palais de Kosiam. C'est le tout nouveau candidat à l'élection présidentielle connu ce jour même et il se présente sous la bannière du MAP, le Mouvement africain des peuples. Maxime Zongo nous le présente. Le Burkina Faso, qui a acquis son indépendance il y a de cela plus de 50 ans, reste plongé dans le sous-développement,
conséquence d'une malgouvernance selon Victorien Tougma. Une situation inacceptable qu'il faut absolument corriger. C'est pourquoi il se porte candidat à la magistrature suprême, car, dit-il, porteur de solutions à même de répondre aux aspirations du peuple ouvertement exprimées les 30 et 31 octobre 2014. Je suis candidat parce que notre pays est l'un des pays africains où il y a le plus d'impunité. La République, c'est le bien commun. Malheureusement, au Burkina Faso, nous constatons qu'au niveau des leaders politiques, c'est l'intérêt particulier qui prime. Bâtir un Faso exemplaire, instaurer une justice indépendante et compétente, dynamiser les secteurs productifs, assurer une sécurité humaine, créer des emplois pérennes, mettre en place une bonne politique écologique et énergétique, promouvoir la fédération des États de l'UEMOA. Voilà décliner les engagements pour le Faso du candidat Tougma. Des engagements qualifiés de chaîne de développement du MAP. Et nous poursuivons avec le CDP qui, pour sa part, continue les séries de rencontres et de concertations. Le bureau du Congrès pour la démocratie et le progrès a nourri des échanges avec la CEDEAO et avec un représentant de l'Institut d'études des risques. La transition et les élections étaient les sujets abordés. Nul doute que ces mêmes sujets ont également été abordés avec l'ambassadeur de France lors de la visite donc, de la nouvelle direction du CDP. Tanga Robert Kafando nous fait le point de ces différentes rencontres. Tête à tête entre la direction du Congrès pour la démocratie et le progrès, CEDP, et une délégation de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au menu des échanges, l'actualité politique nationale. Nous sommes venus faire en quelque sorte l'état des lieux, voir si tout marche bien à tous les niveaux, s'il y a des problèmes particuliers, s'il y a une aide quelconque que la CEDEAO peut apporter, comme elle en a l'habitude dans tous les pays membres et qui vont aux élections. La direction du CDP a par ailleurs reçu la veille une représentation de l'Institut d'études de sécurité basé en Afrique du Sud. La délégation dit être venue prendre la mesure de la transition et collecter des informations dans le cadre d'une étude d'évaluation des risques. Bien avant, Edi Kombouego et son équipe ont rencontré l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Il était tout à fait nécessaire que nous allions informer l'ambassade de France que le CDP, après les événements des 30 et 31, a un nouveau bureau et une nouvelle ligne de conduite. Il s'est dit très attentif à ce qui se passe au Burkina Faso. Il est soucieux de la paix au Burkina Faso. Ils ont toujours participé, ils ont assisté les acteurs dans la conception de la charte de la transition qui veut que l'on organise des élections inclusives. Élue le mois dernier, la nouvelle direction du CDP entreprend des démarches et des échanges avec différents acteurs de la scène nationale et internationale. Un meeting en pleine nuit. Nous sommes à Thiébélé, dans le Naouri, à la suite du mouvement pour le peuple et le progrès, du peuple donc pour le progrès, des échanges avec les militants de la localité et le président du parti MPP de rappeler son... À Thiébélé. Même la nuit n'a pas été dissuasive pour le président du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Rochma Christian Kaboré a tenu à rencontrer cette population qui l'attendait depuis longtemps. Nous sommes venus à Thiébélé pour vous remercier de votre mobilisation, de votre engagement qui a mené le départ de Blaise Compaoré de Burkina Faso et l'instauration d'une ère nouvelle dans la ville. La nuit, c'est le moment tout trouvé justement pour poser le manque d'électricité à Thiébélé. La population demande également des écoles, un centre médical et un marché. Le programme du MPP prévoit tout cela. Que ce soit les problèmes des paysans, l'amélioration des méthodes culturelles, le fait de leur donner des moyens de production modernes pour les permettre de produire plus et de permettre au Burkina Faso d'être autosuffisant, tous ces problèmes-là, le MPP les a pris en compte dans son programme. Et nous l'avons fait aussi dans le programme du candidat. Et ce programme-là, nous le mettrons en œuvre pour le bonheur de tout le Burkina Faso.
Le président du MPP confie une mission à ses délégués ici à Tébélé avant de s'en aller. Ils devront travailler à faire connaître le logo du parti afin de minimiser les erreurs de choix le jour du vote. Dans la suite de ce journal, le département de l'habitat et de l'urbanisme recadre des études en amont pour arriver à une maîtrise des plans d'occupation des sols des villes de Koudougou, Bobo-Dioulasso, Banfora et Waïgouya. En clair, il s'agit de faire connaître ces plans et de préciser pour chaque type de parcelle les activités qui y sont autorisées ou interdites. Ini Walkoy, Janine Kamire. Après l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des 12 capitales régionales, l'heure est à la réflexion au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour l'élaboration des plans d'occupation des sols de 4 villes, Koudougou, Bobo-Dioulasso, Banfora et Waïgouya. 2 outils de planification urbaine définis par la législation au Burkina Faso. Le plan d'occupation des sols est un outil réglementaire, c'est-à-dire qu'il va édicter en gros les règles d'urbanisme qui vont permettre la délivrance des permis de construire dans les normes. Dans une zone donnée, dans chaque partie de la ville, on doit fixer des règles pour la construction. Quel type de construction doit pouvoir s'ériger, etc., etc. Et regarder aussi si la mise en valeur même de nos parcelles correspond à des normes réelles. Les plans d'occupation des sols élaborés à l'issue de l'atelier de Koudougou pourraient ainsi contribuer à préciser pour chaque type de parcelle les activités qui sont autorisées ou interdites, la surface et la hauteur maximale et minimale autorisée. L'objectif est de maîtriser la croissance urbaine et de booster le développement. Il s'agit de faire de nos villes des pôles de croissance économique et des cadres idéaux de vie au profit des populations. En santé, on a commémoré la journée internationale du donneur du sang avec cette phrase « Merci de m'avoir sauvé la vie ». Une phrase destinée à tous ceux-là qui offrent gracieusement leur sang pour sauver des vies connues ou inconnues. Ils étaient donc à l'honneur, nous dit Amandine Lalsaga. En cette journée consacrée aux donneurs de sang, ils sont environ 20 donneurs volontaires réguliers à recevoir des présents. L'initiative est du Centre régional de transfusion sanguine CRST de Ouagadougou qui entend ainsi motiver ses partenaires privilégiés. C'est tout l'honneur pour nous de magnifier donc cette journée et sous leur mot de bienvenue, à savoir merci de me sauver la vie. Et nous sommes satisfaits en tout cas de ce qui se passe au Burkina dans le cadre de la promotion de dons de sang. Et je pense qu'avec tous ces donneurs bénévoles, nous allons en tout cas contribuer à réduire la mortalité. Parmi ces donneurs, certains totalisent plus de 80 dons. Et c'est le lieu pour des bénéficiaires de ce liquide précieux de témoigner leur gratitude à ces hommes et femmes qui leur viennent en aide en cas de besoin. J'étais devenu comme un bébé, insensible, je ne pouvais pas me lever. C'est le sang, c'est le sérum, glucosé. Au bout de 4 jours, j'ai pu ouvrir les yeux. J'ai perdu 10 kilos en une semaine. Le sang, il est bon. Nous ne réclamons rien et nous ne réclamerons jamais rien pour ce don. Parce que je pense que c'est une chose utile dans ma vie que de donner mon sang pour sauver. Courant 2014, le Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou a pu collecter 34 584 poches de sang et distribuer plus de 34 175 unités de produits sanguins à plus d'une cinquantaine de formations sanitaires. Hier, 19 juin 2015, était la date butoir du passage de l'analogique au numérique pour les pays africains. Ils sont nombreux dans le Burkina à n'avoir pas pu respecter ce deadline. Qu'à cela ne tienne, il faut déceler les failles pour atteindre l'objectif dans les années à venir. Une nouvelle date est présentement étudiée dans l'espace UMOA à la faveur d'une séance de travail qui réunit les experts chargés de cette transition numérique. Bouma Ernest Nebier. Le 17 juin 2015, c'est la date butoir pour toutes les télévisions de passer de l'analogie au numérique. Les pays de l'UEMOA n'ont pas pu respecter cette date et les raisons sont généralement d'ordre financier. Passer de l'analogique au numérique, c'était un investissement très lourd.
pour faire simplement le minimum, nous avons évalué un programme minimal pour chacun des pays qui est ramené pour la sous-région d'environ 2 mois à près de 240 milliards. À cette rencontre de 48 heures, les experts chargés de la transition numérique des États de l'UEMOA vont se pencher sur la question. Il s'agira pour eux de faire le point du processus de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT dans l'espace UEMOA et de s'imprégner des difficultés rencontrées par chaque pays dans sa course vers le numérique. La rencontre devra connaître également la fixation d'une nouvelle date butoir pour tous les pays de l'Union. Un clin d'œil à présent aux fidèles musulmans qui ont entamé ce 18 juin le premier jour de 29 autres d'abstinence et de pénitence. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, les familles se sont préparées aussi bien spirituellement que financièrement. Ali Traoré a rencontré quelques familles musulmanes qui nous racontent comment elles perçoivent ce ramadan. Reportage. Beaucoup de musulmans de la ville de Sia sont à pied d'eux pour que le jeûne se passe dans de bonnes conditions. Ici, dans la famille Bari, à Lafiabougou, au secteur 20 de la ville, tout est fin prêt pour accueillir ce mois. On paye le sucre, petits mille, des zemzem et des trucs pour les mois de Ramadan, on se prépare. En réalité, pour ce qui concerne ma famille, je ne change pas particulièrement des repas. C'est les repas quotidiens. Alors, mais ce qui change, c'est juste peut-être les actions de bienfaisance que je mène un peu plus que d'habitude. En plus de ces préparatifs, l'autre aspect non moins important sur lequel le musulman doit se focaliser est le spirituel. Prends l'engagement de jeûner tous les mois. Et donc, comme c'est un mois de bienfaisance et puis beaucoup de prières, alors donc on va s'y mettre quoi. Bon, on se prépare, on lit le Coran, on fait beaucoup de zikr pendant le mois de Ramadan, c'est ça, parce que c'est demain qu'on va commencer. Donc ce soir, on prépare ce qu'on doit manger à petit matin pour faire le carême. Le début du mois de Ramadan est conditionné par l'apparition du croissant lunaire. À Bobo-Dioulasso, une commission veille au grain à cet effet. Tous les actes islamiques là, on calcule ça avec les mois lunaires. Or que les mois lunaires soient 29 jours ou 30 jours. Donc depuis 3 mois, il y a des équipes qui sont là observer. Il y a une commission pour l'observation. Donc à la fin du mois de Shaban, ce qui correspond au mois avant Ramadan, donc il y a une commission qui statue sur les jours que les gens doivent sortir pour regarder la lune. C'est donc ce jeudi 18 juin que débute le mois de Ramadan. Durant 29 ou 30 jours, les musulmans pourront vivre des moments de spiritualité. Le Faso d'Anfani à l'honneur dans la capitale de la mode. Paris a en effet abrité le week-end dernier une soirée dédiée à cette étoffe Made in Burkina. L'association des créateurs de France a voulu de cette soirée un rendez-vous du donner et du recevoir et les stylistes burkinabés ne se sont pas fait compter. Et l'événement, Frédéric Etienne Bassenga y était et voici le compte-rendu qu'il nous fait. Paris aux couleurs du Faso d'Anfani. Pour cette première nuit dédiée à ce trait caractéristique de la culture burkinabé, les stylistes membres de l'Association des créateurs burkinabés de France et d'autres venus du Burkina Faso ont frappé fort. Le Faso d'Anfani dans tous ses états, Angélis Confection avec sa collection Évasion, Prince des outils avec Ethnique, Imamoud avec ses tenues dénommées Transition et Georges de Baziri avec son GX 226 ont donné à voir au public aussi bien burkinabé que français qui a fait le déplacement. La collection Transition, c'est juste pour soutenir la transition. Il y a le froid en France, et alors que le Faso d'Anfani contient le froid, il contient la chaleur. Donc c'est à nous maintenant de développer des produits adaptés. Tour à tour, les mannequins passent et repassent pour montrer l'étendue des possibilités qu'il y a avec ce pagne tissé à la main par les femmes burkinabées. Belle découverte pour moi.
Donc du coup, ça nous a permis de voir un peu comment ça se passait, les coutumes burkinabées, de rencontrer la diaspora burkinabé. Et je me rends compte que ça donne envie d'aller au Burkina Faso. C'est vraiment une excellente soirée, très exceptionnelle. Et surtout que ça célèbre, ça veut dire la valeur de notre cher pays, le Burkina Faso, c'est-à-dire la valeur qui nous unit tous, le Faso d'Anfani. Satisfaction encore plus grande chez l'Association des créateurs burkinabés de France, structure initiatrice de l'événement. Même si quelques sponsors n'ont pas répondu à l'appel, Georges de Baziri, Seydou Sawadogo et Ima Hamoud ont tenu le pari. Nos objectifs ont été atteints. Vu qu'on s'est réunis pour lancer la nuit du Faso d'Anfani, on est content. Pour cette grande messe du Faso d'Anfani, le ministre de la Culture a fait le déplacement de Paris. Pour lui et l'ambassadeur du Burkina Faso en France, cette nuit va amener les Parisiens à apporter le Faso d'Anfani, donc va contribuer au développement économique du Burkina Faso. Nous revalorisons tous les attributs de notre culture, tout ce qui est traduit, n'est-ce pas, ce que nous avons de meilleur dans notre culture. Et ça ne peut que commencer par le vestimentaire. C'est par là qu'on nous reconnaît. L'association ne compte pas s'arrêter là. D'autres initiatives, dit-elle, viendront renforcer les acquis engrangés par cette soirée. Et les quotidiens de ce jour sont revenus sur le recadrage du Conseil supérieur de la communication conformément aux dispositions du Code électoral voté en avril dernier, la sortie de la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée face au dérapage de certains politiques a également été abordée dans les journaux. Voici la revue de la presse que signe Abdoul Rasmané Zongo. Le journal L'Observateur nous apprend que le Conseil supérieur de la communication interdit la couverture de pré-campagne. La loi électorale du 7 avril 2015, selon le communiqué du Conseil supérieur de la communication, interdit la couverture médiatique de toute campagne électorale déguisée au cours de la période de 90 jours allant du 21 juin 2015 à 0h au 18 septembre 2015 à 24h, veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Dans la rubrique médias, c'est la CEP, Société des éditeurs de la presse privée, qui monte au créneau pour dénoncer ce qu'elle qualifie de politique du bouc émissaire. Des acteurs politiques auteurs de dérapages langagiers veulent faire porter le chapeau aux journalistes. Illustration. Je cite, « La CEP constate l'usage obscène et abusif de la liberté d'expression de la part de certains leaders politiques ces derniers temps dans l'espace public. Elle rappelle que la presse ne peut être tenue pour responsable, encore moins prise comme bouc émissaire. Dans le journal Le Pays, la CEP lance un appel à la raison, à la retenue et à la responsabilité aux différents acteurs sociaux et politiques. Dans les éditions Sidoya, Yacouba Isaac Zida rassure la garnison de Gawa. Le Premier ministre, en même temps ministre de la Défense, notre confrère, dit être venu dans le sud-ouest féliciter les forces de défense pour leur comportement et attitude républicaine lors des événements d'octobre dernier. Yacouba Isaac Zida déclare également avoir écouté les doléances et pris des engagements. Si selon le journal d'État Sidoya, Zida est une solution et rassure dans le sud-ouest, ailleurs, Zida est le vrai problème de la transition, affirme Aruna Diko, président du RPN. C'est à la manchette du journal Aujourd'hui au Faso. Interrogé sur plusieurs sujets dont son propre jugement sur certaines personnalités, Aruna Diko, ministre, je cite, « Zida, lui, est le vrai problème de notre transition. Non seulement il n'est pas à la hauteur, il n'a pas l'envie, il n'a pas d'ambition, il veut autre chose. » Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h15 pour l'édition synthèse. Bonsoir.